Bonjour à tous. Ça y est, je vois que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier webinaire de 2025, donc organisé par le service conseil de PRH Solutions, donc votre partenaire pour sécuriser toutes vos décisions RH. Alors que l'année débute vraiment avec son lot d'incertitudes, ce rendez-vous en fait vise vraiment à vous offrir un décryptage le plus clair et le plus précis possible des principaux enjeux à venir. Nous sommes passés en mode vraiment veille renforcée pour suivre toutes les évolutions législatives et vous faire des décryptages quasiment en temps direct et vous accompagner un peu dans cette période quelque peu incertaine. Aujourd'hui, on est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire, donc animé par deux jurys spécialisés en droit social, Jules Magnan et Deborah Iglesias, qui sont tous les deux membres de notre service conseil. Bonjour Jules, bonjour Deborah, en forme pour ce premier webinaire. Bonjour à toutes, à tous. Oui, Alexandre. Et ben, ensemble, on va explorer en fait les points clés pour anticiper les impacts en fait des évolutions légales et bien sûr adapter vos stratégies RH. Je vérifie rapidement où est-ce qu'on en est au niveau des connexions. En attendant, Jules, je te propose peut-être de présenter le sommaire de ce rendez-vous. Oui, tout à fait, Alexandre. On va donc parler ensemble à ce niveau-là. Bien, dans un premier temps, des chiffres clés de 2025. Et on va évoquer également les incertitudes du budget et de la loi de finances pour voir un petit peu à l'heure actuelle, faire un petit point, un petit bilan de la situation, notamment sur tout simplement certaines dispositions qui habituellement auraient dû s'appliquer, auraient dû rentrer en vigueur et ne l'ont pas été. Donc on va faire un petit point pour savoir en tant qu'employeur où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire. Et enfin, on terminera par le dispositif de partage de la valeur, une nouvelle obligation à compter du 1er janvier 2025, pour certains employeurs. Voilà un petit peu le programme. On peut peut-être préciser, Jules, en fait, que ce rendez-vous, en fait, était un peu complexe à monter parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a des chiffres qui apparaissent un peu tous les jours, les titres restaurants qui sont tombés il y a 2 jours. Donc, on essaie vraiment, en fait, de se mettre en mode renforcé et de se mouiller, de décrypter, en fait, pour vraiment vous accompagner au mieux dans cette période, quoi. Tout à fait, Alexandre. Effectivement, là, l'idée, c'est d'essayer de faire un petit bilan de ce qu'on sait et de ce que l'on ne sait pas. Donc, il y a encore des chiffres qui sont en attente. Il y a encore des précisions à venir et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, le fonctionnement de nos webinaires, on a vraiment privilégié l'interactivité pour les rendre les plus dynamiques et passionnants et surtout que vous puissiez surtout repartir avec toutes les réponses à vos questions. Donc, vous avez en haut de votre écran en fait un menu avec un onglet QR pour questions-réponses. C'est là où vous allez poser votre question et Déborah va vous répondre en fait en direct depuis le back-office. Et bien sûr, à la fin de la présentation de Jules, on ouvrira évidemment une session de questions-réponses pour répondre aux dernières demandes. Bien sûr, vous allez recevoir le support de présentation de Jules également, ainsi que le replay de cet événement. Et notre blog est tenu à jour en permanence, donc n'hésitez pas aussi à aller vérifier tous les barèmes, les indicateurs, les reportings, les chiffres clés de 2025. En fait, on fait un gros travail quotidien de mise à jour de notre site internet et de notre blog, et on remercie beaucoup l'équipe conseil là-dessus, quoi. Bah, je pense que c'est parti. On va pouvoir en fait démarrer avec le premier chapitre, donc consacré donc aux chiffres clés. C'est un peu la même ritournelle chaque année avec la valse des chiffres, mais cette année, en fait, 2025 apporte un peu son lot de surprises en plus. Alors, quels sont les chiffres clés à prendre en considération pour 2025, Jules? Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, le premier chiffre en d'autres termes à prendre en compte, c'est tout simplement le SMIC. Le SMIC, alors pourquoi parler du SMIC? Parce qu'il y a eu une augmentation claire récente, vous le savez, du SMIC qui n'arrête pas du fait de l'inflation en clair d'augmenter. Et donc, pour le coup, il a été décidé au niveau du gouvernement que là, il n'y aurait pas de nouvelle augmentation. C'était un petit peu la question, puisque le SMIC a évolué cette année, enfin l'année dernière, pardon, en 2024. Et donc, cette année,
qu'en était-il? Est-ce qu'il y allait avoir une augmentation au 1er janvier? Non, on va rester sur le même montant. Donc on reste sur un montant taux horaire brut de 11,88 euros, soit pour en fait un salarié à 35 heures hebdomadaires, un montant mensuel, un salaire mensuel brut de 1801,80 euros. Toujours la petite, voilà, cette petite précision à ce niveau pour débuter cette année. Donc il faut bien faire attention à ce niveau-là, à être en conformité vis-à-vis du SMIC. Pour Mayotte, il y a une petite différence. Vous le voyez apparaître à l'écran. Le SMIC horaire brut, il passe à 8,98 euros en taux horaire et 1361,97 euros. On fait toujours une petite distinction. Par contre, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, etc., les autres DOM, là, le montant ne change pas. Pour ce qui concerne, du coup, bah, tout simplement, euh, le minimum garanti, on a une valeur qui a été fixée, qui nous est donnée, qui est fixée à 4,22 euros. Euh, pour en fait ce minimum garanti, ben, ça permet tout simplement d'avoir également l'avantage en nature repas pour ce qui est de l'activité HCR, hein, hôtel, café, restaurant. Donc pour les hôtels, cafés, restaurants, le montant de l'avantage en nature de cette année sera de 4,22 euros. Pour ce qui est de la sécurité sociale, le plafond donc mensuel de la sécurité sociale a été donné, il est certifié, il est fixé à 3 925 euros. Donc à ce niveau-là, concrètement, c'est comment dire euh, un montant qui est sûr pour l'année 2025 et surtout c'est un montant qui est en augmentation par rapport à l'année 2024. Donc le plafond annuel de la part de la sécurité sociale passe à 47 100 euros, d'accord. Ce qui derrière en fait entraîne que pour tout ce qui va être limite d'exonération, par exemple pour les indemnités de rupture, etc., ben, on sera sur un montant en fait de 94 200 euros. Donc effectivement, une certaine augmentation. Donc ça peut donner lieu pour ce plafond-là à des exonérations un peu plus élevées. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur les chiffres clés de cette année que l'on connaît. Il y en a bien sûr d'autres. Vous en avez toute une série concernant tout ce qui a trait aux avantages en nature, etc. Alors pour pas les développer, pour pas passer, comment dire, ce webinaire à développer une série de chiffres, vous les retrouverez bien sûr. On vous les enverra avec le support. Vous les trouvez déjà à l'heure actuelle sur notre site internet. Jules, je vais partager le lien directement dans la conversation pour des personnes qui voudraient avoir en fait l'intégralité de ces chiffres clés. Ah, c'est parfait alors, Alexandre. Je m'en occupe. Très bien. Bien, on va passer à la deuxième partie. Tout à fait. Donc, on va ouvrir maintenant le deuxième chapitre avec donc de ce webinaire consacré, bah, bien sûr, vous le voyez, aux incertitudes du vote du budget et surtout de la loi de financement de la sécurité sociale. Et bah, on fait le point complet avec toi, Jules, sur bah, comment garder le cap et quelles sont les évolutions à venir, voilà, un peu avec tous les rebondissements qu'on connaît en ce moment. Exactement, voilà, c'est ça. Il y a un petit, comment dire, une situation un peu d'incertitude, de flou, mais on a réussi à dégager déjà certaines tendances, puisque certains décrets ne sont pas encore parus, mais il y a des annonces qui ont été faites. Alors au niveau des annonces qu'on peut retrouver, c'est notamment l'actualisation euh, comment dire, du bulletin officiel de la sécurité sociale, qui s'est fait le 26 décembre 2024. Alors, ce ne sont pas encore des données certifiées parce que les décrets d'application ne sont pas encore parus, mais quand même,
ça permet déjà d'avoir une idée, puisque c'est quand même le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui nous donne ces données-là. L'URSSAF les a reprises également, et puis on a eu des annonces, bien sûr, au niveau du gouvernement. Alors toujours à prendre avec délicatesse quand même, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir à tout moment un revirement. Mais voilà, on va discuter un petit peu de ces éléments-là pour savoir la tendance cette année à venir et surtout savoir qu'est-ce qui est applicable dès maintenant. Alors, on va voir ensemble dans un premier temps, on va s'intéresser au sujet des frais de transport, domicile, lieu de travail. Donc, on avait un régime social et fiscal qui était favorable pour la prise en charge par l'employeur des frais de transport, domicile, travail des salariés, qui avait été instauré, ce régime un petit peu social fiscal favorable, il avait été instauré pour l'année 2022, l'année 2023, et puis on l'avait prolongé en 2024. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui va être en fait applicable. Est-ce que est-ce que ce régime de faveur va être applicable en 2025? Mais en fait, sans loi qui prolonge le dispositif, donc on est en attente, vous le savez tous, de la loi de financement de la sécurité sociale qui va être débattue le 3 février. Ben, sans cette loi, les mesures, comment dire, exceptionnelles de ce régime social et fiscal favorable, ben, on va voir qu'on ne peut plus les appliquer depuis le 1er janvier 2025. Donc, par exemple, la part facultative de la prise en charge par l'employeur, qui est exonérée à hauteur de 25% sur les frais de transport public, les abonnements, ben, ça ne sera plus applicable. En clair, qu'en était-il? Je vous rappelle qu'en tant qu'employeur, vous êtes dans l'obligation de prendre en charge 50% des frais de transport public de vos salariés, frais de location de vélo également. Donc 50% de cette prise en charge est obligatoire, elle est exonérée, mais vous avez également la possibilité depuis 2022 d'aller plus loin et d'aller jusqu'à 75% en clair du coût total de l'abonnement. Et à partir du moment où vous allez jusqu'à 75%, eh bien vous étiez exonéré pour les 25% supplémentaires que vous preniez en charge. Eh bien désormais, cette mesure ne sera plus applicable à compter du 1er janvier 2025 tant que la loi de financement de la sécurité sociale n'aura pas précisé la situation. Et comme elle n'est pas encore votée, on le sait en plus, le climat politique est compliqué, donc on n'est pas sûr que ça soit repris. Donc pour l'instant, il vaut mieux s'en tenir à 50%, puisqu'au-delà, la prise en charge ne sera pas exonérée de cotisations sociales pour l'employeur. Pour ce qui est de la prime transport, on avait une limite d'exonération sociale fiscale qui était fixée à 700 euros par an par salarié. Donc l'employeur prenait en charge 700 euros à ce niveau-là de la prime transport et donc on était exonéré tout simplement de cotisations sociales sur ce montant. Euh, on avait, pour ceux effectivement qui prenaient en charge les frais de transport domicile lieu de travail de leurs salariés qui se déplaçaient en véhicule thermique, dans leur véhicule personnel thermique, on avait une prise en charge du carburant qui pouvait aller jusqu'à 400 euros. Donc 400 euros pour le carburant, domicile, lieu de travail de vos salariés. Et ça, c'était exonéré. C'était le régime applicable jusqu'au 31 décembre 2024. En l'absence de précision, pour l'instant, il n'est pas possible effectivement de bénéficier de cette exonération de cotisation sociale. On aura plus de précision avec la nouvelle loi de finances, on va le voir. On a un cumul également de la prime transport et de la prise en charge obligatoire des 50% des frais de transport public qui est possible. Et des indemnités kilométriques vélo, on a un plafond, là aussi d'exonération, toujours 700 euros par an et par salarié. Ces éléments-là, en clair, on n'est pas sûr qu'ils soient reconduits pour le 1er janvier 2025. Alors, on a toutefois des précisions à vous apporter, bien sûr, sur cet aspect-là, puisque vous allez voir en clair qu'à partir de 2025, normalement, logiquement, en l'attente de précision de la part de la loi de finances, il faudrait revenir au régime social et fiscal suivant, avant en fait
le régime social et fiscal de faveur. Alors, qu'est-ce qu'il en est si on revient à ce régime social antérieur? Ben, c'est 600 euros qui sont exonérés par an et par salarié pour la prime transport, dont 300 euros de frais de carburant. Pour le forfait mobilité durable, la même chose, 600 euros, d'accord? Et si on cumule le forfait mobilité durable et les 50% de frais de transport public, là, pour le coup, on a une précision. On a un plafond qui désormais est supérieur à celui qui était prévu auparavant, qui était de 800 euros. Là, on passe à 900 euros par an et par salarié. Donc, c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale qui nous l'a annoncé. Donc là, pour le coup, on a une précision. Ça va plus dans le sens de l'employeur. Et pour les indemnités kilométriques, par contre, là, au contraire, on reste limité à 600 euros par an et par salarié. C'est l'ancien régime antérieur. Donc voilà déjà le premier petit topo que l'on pouvait faire sur les frais de transport domicile-lieu-travail. Pour l'instant, c'est à la baisse, 100 euros à peu près de moins. Par contre, bien sûr que on communiquera, on reviendra vers vous si la loi de finances de la sécurité sociale soit reprend ces chiffres, soit sinon nous dit ce qu'il adviendra à l'avenir de ces exonérations. Voilà pour ce petit topo sur les frais de transport domicile-lieu-travail. On va passer pour la suite à l'avantage en nature véhicule électrique et l'avantage en nature concernant également l'installation des bornes de recharge. Alors, vous le savez, il y a des règles spécifiques qui avaient été instaurées pour les années 2023-2024 pour l'évaluation des avantages en nature véhicules électriques, avec la mise à disposition, bien sûr, des bornes de recharge. Pour les véhicules qui sont 100% électriques, on insiste parce que les véhicules hybrides ne rentrent pas dans cet avantage en nature, dans cette évaluation particulière. On ne rentre pas dans cette évaluation particulière. Pour les véhicules donc 100% électriques qui seraient mis à disposition du salarié, les dépenses en clair retenues pour calculer l'avantage en nature, elles devaient en fait exclure les frais d'électricité engagés par l'employeur pour recharger le véhicule. Première chose. Et on avait également un abattement de 50% très favorable pour l'employeur sur l'évaluation de l'avantage dans la limite d'un montant qui est plafonné donc à 1964,90 euros en 2024. Qu'en est-il pour 2025? Pour 2025, la mesure n'a pas pu, en fait, et s'est arrêtée. Elle n'a pas pu être, continuée, n'a pas pu être améliorée, puisqu'il n'y a pas eu de loi de finances. Donc on est toujours dans l'attente de précision. Si l'employeur met à disposition une borne de recharge électrique ou prend en charge tout ou partie des frais liés à l'utilisation. Dans ce cas-là, l'avantage en nature est évalué selon des modalités spécifiques qui étaient plus favorables en clair pour l'employeur. Là aussi, on n'est pas en mesure de vous dire si ça va être reconduit. Donc, la seule chose, la petite précision que l'on peut vous apporter, c'est que le bulletin officiel de la sécurité sociale a annoncé une prolongation de ce régime de faveur, mais on n'est pas encore sûr que ça soit applicable, puisque aucun décret à l'heure actuelle n'est paru pour rendre l'annonce applicable. Donc pour l'instant, il faut encore attendre. Par contre, on a une petite idée de ce que donne le bulletin officiel de la sécurité sociale. Le bulletin officiel de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on reprend le même mode, en clair, là, de faveur, et il nous a juste indiqué que le montant, alors le montant qui est envisagé, qu'on entend partout, c'est 2000,30 euros en 2025. Voilà. Donc il y a eu une petite augmentation de cet abattement. À voir pour l'avenir. On va voir ce qu'il en est avec la loi de finances. Donc à l'heure actuelle, n'hésitez pas quand même à partir sur le fait qu'il y aura un régime de faveur. Maintenant, pas encore en mesure de dire à quelle hauteur il sera. Vous pouvez d'ores et déjà appliquer les exonérations dans le sens où c'est précisé par le bulletin officiel de la sécurité sociale, mais voilà, il y aura toujours ce petit climat d'incertitude tant que la loi de finances ne sera pas votée. On en vient ensuite à un sujet phare. Un sujet phare qui concerne beaucoup d'employeurs en France, c'est l'aide exceptionnelle à l'apprentissage. L'aide exceptionnelle à l'apprentissage, elle a pris fin le 31 décembre 2024. Elle devait être reconduite par la loi de financement de la sécurité sociale.
Mais du coup, on ne sait pas ce qu'il va advenir pour la suite. Et clairement, ça n'est pas une bonne nouvelle pour les employeurs. Pourquoi? Parce que les contrats d'apprentissage qui sont conclus à partir du 1er janvier 2025 ne sont plus éligibles à l'aide exceptionnelle dans certains cas. Première chose. Donc déjà, il y a certains employeurs, pour les employeurs d'au moins 250 salariés, s'ils demandent une aide d'apprentissage pour un contrat d'apprentissage qui vise un diplôme ou un titre équivalent au plus à un bac plus 5, bah là déjà pour l'instant, on n'est pas en mesure de dire s'ils peuvent bénéficier d'une aide. Il semblerait que pour l'instant, ce ne soit pas le cas à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible de demander une aide à l'apprentissage dans un cas comme celui-ci. Pour les employeurs de moins de 250 salariés, si le contrat d'apprentissage vise en fait un diplôme ou un titre professionnel de niveau bac plus 2 ou bac plus 5, ben là aussi c'est l'incertitude, d'accord? Donc ce qu'il advient en clair, pour être plus précis dans mes termes, ben, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'aide en clair pour les apprentis. C'est pas parce qu'on recrute un apprenti en 2025 qu'on peut bénéficier d'une aide à l'apprentissage. Comme ça a été un peu le chaos, le gouvernement a annoncé le 30 décembre 2024 que les aides seraient prolongées, quoi qu'il arrive. La prolongation des aides exceptionnelles à l'apprentissage arrivera, mais avec un montant moins important qu'auparavant. Le montant sera, au lieu de 6 000 euros, il passera à 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés, donc il y a une perte sèche pour l'employeur de 1 000 euros. Et pour ceux qui ont une entreprise de plus de 250 salariés, eh bien le montant passe à 2 000 euros. Alors là, c'est une perte de 4 000 euros en clair. Le montant pour le recrutement d'apprentis en situation de handicap, lui, passe à 6 000 euros. Mais attention, ça c'est ce que le gouvernement a annoncé. Il ne faut pas nécessairement s'y fier dans le sens où le gouvernement, vous l'avez vu déjà une première fois, peut tomber, donc s'il y a une motion de censure. Donc attention à ces annonces. Pour l'instant, on se dirige vers ça, mais on n'est pas en mesure de dire si on pourra bénéficier, si un employeur en 2025 qui recrute un apprenti pourra bénéficier d'une aide. Donc aucun décret n'est paru. Donc voilà, le gouvernement a annoncé ces montants-là, on n'est pas encore sûr de les confirmer. Donc attention parce que vous avez des annonces partout. Si vous ne savez plus où donner de la tête pour l'instant, pensez que on n'est pas encore sûr que vous puissiez bénéficier d'une aide. La loi de financement de la sécurité sociale, bien sûr, nous apportera plus de précisions en février, si, encore une fois, si elle est votée et si le gouvernement n'est pas destitué par une motion de censure. Il faut se fier à nos newsletters, Gilles. Tout à fait, exactement. Pour la contribution AGFIP, donc la contribution prendra fin au 31 décembre 2024. On a deux règles transitoires sur la déduction de certaines dépenses au montant de la contribution. Alors, qu'en est-il? Les employeurs peuvent déduire certaines dépenses de leur contribution AGFIP sous réserve qu'elles visent à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. À titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2024, donc certaines dépenses pouvaient être déduites. C'était la participation à des événements qui favorisent l'accueil, le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés, des actions qui contribuent à la professionnalisation des dirigeants ou travailleurs d'entreprises, vous savez, d'entreprises spécifiques, d'établissements d'aide au travail, ce qu'on appelle les ESAT, etc. Mais aussi à comment dire, à des travailleurs indépendants qui sont handicapés. Bien là, effectivement, ou à des partenariats, même avec des associations, c'est vrai, il y a des partenariats qui sont faits avec des associations œuvrant pour la formation euh, de personnes handicapées, si on mettait en place en tant qu'employeur ces partenariats, ces participations à des événements, on pouvait déduire les dépenses que l'on avait de sa contribution à GFIP. À partir de 2025, donc pour la contribution que vous allez verser en 2026, ces trois types de dépenses ne peuvent plus être déduits, puisque à l'heure actuelle, il n'y a pas de précision dans la loi de finances, puisqu'on n'a pas de loi de finances. Donc, à l'heure actuelle, pensez que pour l'instant, il est peut-être un peu tôt pour vous en tant qu'employeur de partir dans ce type de partenariat. Donc, peut-être attendre un petit peu des précisions au niveau de la loi de finances en février, ou si jamais on n'arrive pas à la faire voter en février, ça sera en mars.
Ben là, dans ce cas-là, on aura des précisions en clair sur ce qui pourra advenir de vos participations. Donc, mettez peut-être vos projets pour l'instant en stand-by pour ensuite y venir plus tard. Par ailleurs, pour toujours sur cette contribution AGFIP, deuxième partie, vous avez la modulation de la contribution annuelle que vous devez. Il y a un dispositif transitoire qui permet de moduler le montant de la contribution annuelle, en clair, en cas de hausse relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc cette modulation ne s'appliquera pour la dernière fois sur la contribution relative à l'année 2024, payable en 2025. Donc ça ne sera plus applicable. On devra payer telle quelle la contribution 2025 qui sera versée en 2026. Donc voilà un petit peu ce qu'il en était pour la contribution à GFIP. On passe à la protection sociale complémentaire. Donc il y a deux tolérances qui vont prendre fin au 31 décembre et donc qui seront plus applicables cette année en 2025. C'est les catégories objectives. Alors qu'est-ce qu'il en est? En juillet 2021, vous savez qu'un décret a adapté deux critères qui définissent les catégories objectives pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. En clair, vous aviez l'idée d'uniformiser les critères, donc pour que la protection sociale complémentaire, en fait, ce qui est obligatoire, ben, soit mieux définie au niveau de ces critères. Le critère 1 qui était relatif à la distinction entre cadre et non cadre. Le critère 2 concernant les tranches de rémunération. Ça impliquait pour vous qui aviez mis en place une protection sociale complémentaire, en clair une prévoyance, ça impliquait de modifier ces critères pour être en conformité avec la loi. Le décret, il avait accordé aux entreprises une période transitoire pour se mettre en conformité, qui a pris fin le 31 décembre 2024. À compter du 1er janvier 2025, ben, on sait désormais que les entreprises qui ne sont pas en conformité, elles perdent le bénéfice du régime fiscal social de faveur associé à leur régime, en clair, de prévoyance. Donc, le souci, c'est que là, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement vérifier qu'en 2025, vous soyez bien en conformité au niveau de votre prévoyance. Donc, n'hésitez pas à appeler votre organisme de prévoyance pour vous mettre en conformité, parce que sinon, vous ne bénéficierez plus du régime social et fiscal de faveur au niveau de la prévoyance. Donc, attention à ça. Pour ce qui est de la protection sociale toujours complémentaire. On avait un maintien des garanties en cas de suspension du contrat. Les employeurs, en clair, qui avaient souscrit un contrat collectif, qui respectaient les règles de maintien, ben, dans ce cas-là, elles avaient jusqu'au 31 décembre 2024 pour se mettre à jour. Ben, si elles ne l'ont pas fait, elles ne peuvent pas là non plus bénéficier du régime fiscal et social de protection. Donc, encore une fois, rajoutez-vous, enfin, comment dire, informez-vous bien auprès de votre organisme de prévoyance. C'est dommage de passer à côté d'une exonération alors que votre DUE ou voilà le comment dire l'accord collectif qui met en vigueur votre prévoyance, qui fait rentrer en vigueur votre prévoyance au sein de votre société, bah, n'est pas à jour. Donc vraiment, rapprochez-vous de nous pour déjà vous assurer de la conformité. Rapprochez-vous de votre organisme de prévoyance également pour vous assurer que vous êtes bien euh, en bonne conformité. Et si jamais ça n'est pas le cas, sachez qu'on peut revenir vers vous, vous aider à rédiger vos DUE. Pour ce qui concerne... Jules, il faut peut-être le préciser Oui, d'ailleurs, il y a une seule adresse pour vous contacter. C'est l'adresse conseil au singulier @paye-du6rh.com. Là, il y a une équipe de 5 jurys spécialisés, donc tous en droit social, qui sont là vraiment pour vous accompagner dans le cadre de notre prestation et de nos missions. Et vous êtes toujours réactifs et de très bons conseils. Et c'est vrai que c'est un réflexe que nos clients n'ont pas forcément de manière générale. Et c'est important en fait de passer par vous pour être sûr de la bonne conformité des décisions que vous prenez. Et des fois, juste un petit mail, ça peut suffire, quoi. exactement Alexandre. C'est vrai que, comme Alexandre l'a dit, une simple email et effectivement, on peut essayer de résoudre des problèmes, essayer de faire valoir des exonérations. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour vérifier où vous en êtes. On continue avec les pourboires. Donc, les pourboires qui seraient remis volontairement par les clients
pour le service entre 2022 et 2024, alors qu'ils sont soit transmis directement aux salariés, hein, quand le client le transmet directement aux salariés, soit à l'employeur avant d'être redistribué à l'ensemble en clair des salariés, du personnel en contact avec la clientèle toujours, bénéficier en clair tout simplement euh, d'une exclusion de l'assiette de cotisation et contributions sociales. En clair, ça veut dire qu'ils sont exonérés, y compris au niveau de la CSG-CRDS. Donc, ça peut être très intéressant. Et il y a une exonération d'impôt sur le revenu. Et là, à l'heure actuelle, concrètement, en clair, il faut savoir qu'avec la situation actuelle, le fait que la loi de finances n'étant pas votée, ce dispositif s'arrête. C'est-à-dire que tous les pourboires maintenant doivent être soumis à cotisation sociale, à CSG-CRDS et ne sont pas exonérés d'impôt sur le revenu. Donc attention à ce niveau-là, puisque ça voudra dire que les pourboires doivent être déclarés, etc. Donc ça entraîne des complications pour vous, bien sûr. On est dans l'attente de voir ce qu'il va devenir, mais pour l'instant, depuis le 1er janvier, il n'est plus possible de bénéficier de l'exonération de cotisation sociale. Donc attention à cet aspect-là. Et enfin, pour finir, les fameux titres restaurants, les fameux tickets restaurants. La question de savoir qu'est-ce qu'il en est de ces tickets restaurants. On avait des mesures dérogatoires qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 pour payer en clair ses courses alimentaires avec les titres restaurants euh, pour tout type de produit, que les denrées soient directement consommables ou pas. Tout simplement, ça c'était possible pour vos salariés. Vos salariés pouvaient prendre des titres restaurants, se rendre effectivement dans un supermarché par exemple et s'acheter des denrées qui étaient directement consommables, mais pas que. Elles pouvaient aussi, tout type de denrées alimentaires pouvaient être payées par des tickets restaurants. Le dispositif, sachez que pour le coup, on a une précision, c'est qu'il a été reconduit pour 2 ans, jusqu'au 31 décembre 2026. La proposition de loi, en effet, a été définitivement adoptée il y a 2 jours par le Sénat. Donc ça a été adopté le 14 janvier 2025, première chose. Donc là, pour le coup, vous pouvez annoncer à vos salariés qu'ils peuvent utiliser leur ticket restaurant pour s'acheter effectivement, tout simplement, des denrées alimentaires, quelles qu'elles soient, dans le supermarché. C'est une première étape, nous a répondu la ministre du Commerce vers une éventuelle pérennisation. Comment dire, elle envisageait de partir sur un nouveau projet de loi qui vise à marquer concrètement, de manière définitive, le fait que les titres restaurants puissent être utilisés en clair directement pour payer des denrées alimentaires quelles qu'elles soient. Mais attention, parce qu'on le sait, par exemple, il y a du lobbying au niveau de la restauration, etc. Donc attention, on n'est pas encore sûr de ce qui va advenir. Pour rappel également, on a des données parmi les chiffres clés de 2025, on sait désormais qu'un titre restaurant est exonéré de cotisation de sécurité sociale dans la limite de 7,26 euros pour 2025, lorsque le montant de votre participation patronale est compris entre 50 et 60% de la valeur du titre restaurant. Donc ça, c'est concrètement une donnée sûre pour 2025. Donc en 2025, la valeur du titre restaurant clair qui ouvre droit à l'exonération maximale est comprise entre 12,10 euros avec une contribution patronale de 60% et 14,52 euros contribution patronale de 50%. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces éléments, ces incertitudes. Pour les titres au restaurant, je précise, Jules, on a une newsletter spéciale qui va partir aujourd'hui avec, on a rédigé, c'est pareil, un article complet sur le blog, en fait, pour bien apprécier et comprendre, en fait, l'impact de la décision du Sénat. Et on partage tout ça, en fait, aujourd'hui avec nos clients. On va pouvoir aborder le dernier volet. En fait, c'est aussi la nouveauté de 2025. En fait, c'est l'obligation
de mise en place d'un dispositif de partage de la valeur. Alors, bien sûr, c'est pour certaines entreprises. Alors, bah, justement, Jules, quels sont un peu les contours de cette obligation? Quelles solutions pratiques est-ce qu'on peut envisager? Et voilà comment, bah, à chaque fois, pour être sûr, être certain de respecter toutes ces obligations légales, bah, tout en optimisant aussi en même temps bah, son application au sein des équipes. Tout à fait, Alexandre. On va faire un petit point brièvement. On en avait déjà discuté lors de nombreux en fait webinaires, donc ça avait fait déjà l'objet d'un certain nombre d'explications, mais en clair on y est. Ça y est, la loi du 30 novembre 2023, donc ça date un peu. Malheureusement, on ne pourra pas profiter de l'instabilité gouvernementale pour échapper à cette obligation. Cette obligation qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2025. Donc vous le voyez apparaître à l'écran. Depuis le 1er janvier 2025, pour certaines entreprises, il y a l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Quelles sont les entreprises concernées? Ce sont celles entre 11 et 49 salariés. Donc 11 et 49 salariés à ce niveau-là. Et il faut double condition, il faut réaliser un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices fiscaux. Donc un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices. Donc là, dès le 1er janvier 2025, il vous faut regarder vos exercices fiscaux de 2022, 2023, 2024 pour voir si vous atteignez effectivement ce bénéfice net fiscal égal à 1% de votre chiffre d'affaires. Et vous allez être obligé dans ce cas-là de mettre en place l'un des 4 dispositifs de partage de la valeur, soit de l'intéressement, soit de la participation. Si vous êtes en dessous donc de 50 salariés, pour la participation, ce sera un régime dérogatoire puisque normalement vous n'y êtes pas obligé. Ça pourra être sinon un abondement d'un plan d'épargne salariale si vous en avez un, d'accord? Ou sinon une prime de partage de la valeur. On peut d'ores et déjà dire que le plus simple, ça reste la prime de partage de la valeur. On peut vous aider à ce titre. Vous nous contactez pour 120 euros hors taxe. On vous met en place une DUE de prime de partage de la valeur. On verra ce qu'il en est sur le slide suivant pour le montant. Pour l'intéressement à la participation, vous pouvez faire également appel à nos services. Là, pour le coup, la procédure sera un peu plus longue puisqu'il faut mettre en place un accord, en clair. Mais il est possible pour l'intéressement de le mettre en place via une DUE. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé, notamment pour mettre en place de l'intéressement de projet, pourquoi pas, le conditionner également à la réalisation tout simplement d'objectifs, en profiter pour faire 2 parties, une par rapport à cette obligation, une par rapport à un projet futur. Et puis pour le plan d'épargne, là effectivement, il va falloir ouvrir un plan d'épargne, il faut en avoir déjà un en place, ou sinon se pencher sur la question en mettant en place de l'intéressement, de la participation. À voir, on pourra en discuter si vous nous contactez. Pour ce qui est de la prime de partage de la valeur, le plus simple si jamais vous êtes un peu perdu, c'est un montant en clair qui peut aller jusqu'à 3 000 euros par an et par bénéficiaire pour vos salariés. Vous pouvez le verser en 4 fois sur l'année et c'est surtout exonéré pour vous de cotisations, mais aussi de CSG et d'impôts sur le revenu jusqu'en 2026, contrairement à ce qui est annoncé dans la presse parfois. Pour le coup, la prime de partage de la valeur n'est pas impactée par l'incertitude au niveau du gouvernement, par le fait que la loi de finances n'ait pas été votée. Au contraire, c'est une loi plus ancienne qui a indiqué que c'était périn pour l'avenir. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire. Vous avez des critères de modulation également qui vous permettent d'adapter ce montant que vous devez verser à l'ensemble de votre personnel, de les adapter aux salariés qui le méritent le plus en fonction des situations. Voilà un petit peu quelle était la situation actuelle que l'on pouvait décrire, Alexandre. Bah, merci beaucoup, Jules, pour toutes ces précisions. Déborah, est-ce qu'on a eu des questions de ton Non, côté? pas du tout de questions pour le moment, donc n'hésitez pas.
Bah, n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle, vous avez en haut de votre écran, vous avez un menu avec un onglet QR pour questions-réponses. C'est là qu'il faut poser vos questions donc à Julie et Déborah qui vous répondront en direct. Bah, peut-être, merci d'abord d'avoir participé à ce webinaire. On espère vraiment que les points abordés vous auront apporté vraiment des éclairages utiles pour démarrer 2025 en toute confiance et bah pour sécuriser aussi, on voit qu'en fait, ça impacte pas mal de décisions dans les entreprises. Donc, pour pouvoir sécuriser, bien sûr, vos décisions RH. Un grand merci donc à nos intervenants Jules Magnan et Deborah Iglesias bah, pour leur expertise, leur pédagogie tout au long de cet échange. Je vous rappelle qu'on a vraiment déclenché en fait un plan de veille renforcée pour partager avec vous et décrypter quasiment en temps réel toutes les évolutions légales et je pense qu'il va en avoir pas mal prochainement, peut-être même des webinaires spéciaux pour essayer d'être le plus réactif possible et partager en fait décrypter toute cette actualité sociale et législative qui bouge en ce moment. Pour aller plus loin, bien sûr, on va vous partager par mail le replay de cet événement. On vous partagera également bah, toutes les fiches pratiques à télécharger, les articles de notre blog, bien sûr, en lien direct avec le thème de notre webinaire. Je pense aux primes de partage de la valeur, je pense aux titres restaurants, tout ça. On voit tous les documents ont été mis à jour. Notre prochain webinaire programmé, je crois que Jules, de mémoire, c'est le 11 février, le mardi 11 février, toujours à la même heure. Super. Euh, c'est ça? Alors, tout à fait, sur le sujet, j'imagine Oui. ta question, Alexandre, ça sera sur le télétravail, si bien sûr on n'a pas des nouveautés à vous faire part sur ce sujet de la loi de finances pour 2025. Hmm. Priorité au C'est- direct. Priorité directe. Et je vois qu'en fait, on a une question qui est arrivée Oui, entre-temps. on a eu deux questions entre-temps, donc merci. La première, c'est quid des obligations de mise en place pour les entreprises de moins de 10 salariés? Donc je pense que ça fait référence à la PPV. Tout à fait. Eh bien, pour les entreprises de moins de 10 salariés, pour le coup, effectivement, il n'y a pas l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc, rassurez-vous, vous ne serez pas impacté par cette obligation-là. On ne pourra pas vous reprocher de n'avoir rien mis en place à ce niveau-là. Donc, voilà. Si après vous êtes quand même intéressé pour en discuter, pour récompenser vos salariés, passez par un dispositif de partage de la valeur parce que c'est exonéré au lieu de verser une prime classique. Quoi. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport à cette question. Et c'est vrai qu'on avait un webinaire spécial, Jules, sur la prime partage de la valeur. Peut-être qu'on le repartagera également parce qu'en fait, on avait abordé toutes ces questions-là. Et tu disais justement le réflexe pour beaucoup de directions, en fait, c'était de verser des primes alors qu'il y avait quand même le dispositif de prime de partage de la valeur qui peut être intéressant en termes d'exonération, quoi. Tout à fait, effectivement, Alexandre. On repartagera le replay du webinaire en même temps. Déborah, on Et enchaîne avec les questions. Oui, alors je viens juste d'y répondre, mais on avait une question sur la DFS. Et donc à ce jour, effectivement, le dispositif est toujours applicable. bien, c'est parfait. Pas d'autres questions pour le moment. Ouais, je vais répondre à Alexandre en direct. Oui, Oui. Alexandre, c'est un très beau prénom déjà. Merci pour votre présentation. Merci à vous. Peut-on disposer du replay dès la fin de la visio, s'il vous plaît? Je vais essayer d'aller le faire le plus vite possible. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube avec l'ensemble des replays de nos 12 derniers webinars de l'année 2024. Donc oui, bien sûr, je vais faire le plus vite possible pour votre comité de direction. Je vais essayer de faire très très vite. Merci à tous pour votre participation. Notre événement touche à sa fin. Donc, comme on vous donne rendez-vous donc le 11 février sur le thème maîtriser le cadre juridique du télétravail toujours à la même heure. Et puis pour un webinaire spécial entre-temps, bien sûr, si des évolutions législatives tombent entre-temps. Merci beaucoup Jules, merci beaucoup Déborah. Et puis je vois qu'il est 12h15, donc c'est l'heure de vous souhaiter un très très bon appétit, une très belle fin de journée. Merci Bonne beaucoup, au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.